La semaine a été très riche en termes de prise de conscience. Alors ce que je te propose, c'est d'en partager quelques-unes. Alors, tu m'en voudras pas, j'ai le nez un peu bouché, je parle un peu du nez parce que je suis en plein dans les allergies, c'est un peu l'enfer, mais ça ne m'empêche pas de faire le taf. Cette semaine a été hyper riche en différentes prises de conscience, pas des trucs fondamentalement énormes, mais plein de petits shifts. Des choses que j'ai apprises, des choses que j'ai vues sous un nouvel angle, des choses que j'ai réapprises et que j'ai vues différemment, que j'ai vraiment envie de te partager. Donc tu vois, je pense que de temps en temps, souvent peut-être une fois par mois, je vais faire un épisode de ce style, un récap, où je te partage ce que j'ai appris dans la semaine, la quinzaine ou le mois. Par quoi commencer ? Je me suis fait quelques petites notes avant de commencer l'épisode, parce que franchement, il y avait de la matière. Déjà, j'ai envie de commencer par un paradoxe. Le changement instantané versus le changement incrémental. J'ai parlé du changement instantané dans un article que j'ai posté sur mon blog, quentinviard.com. Et je parle d'une nouvelle manière d'aborder le changement comportemental et le changement d'habitude. Car souvent, il y a plein de livres, Atomic Habits, qui est très bien, Tiny Habits de Beiji Fox, qui est très bien, et il y en a pléthore. On voit le changement d'habitude comme figé dans le temps, avec un changement qui se fait en 21 jours, en 30 jours, en 60 jours, en 90 jours, en X jours. Et les choses sont à la fois bien plus simples et plus magiques que ça. Et sincèrement, je n'hésite pas du tout à utiliser le mot magique. Car moi, de ce que je vois, de mon travail avec les clients, et de ce qui peut se passer chez moi aussi, c'est que le changement, il n'a pas forcément à être long. Parfois, le changement, il est instantané. Il est instantané quand on commence à travailler, non pas sur qu'est-ce que je devrais faire pour changer, mais plutôt qui est-ce que je devrais être. Et qu'il y a un changement identitaire, qu'on perçoit quelque chose de manière plus profonde. Et ça a une logique derrière. Je ne te parle pas d'un truc mystique. Si demain, comme c'est l'exemple que je prends dans mon article, si ça fait 20 ans, même 10 ans, 15 ans, que tu prends le même chemin pour aller de chez toi à ton travail, que ça te prend, je sais pas, 20 minutes, disons, et que moi, j'arrive, comme ça, du jour au lendemain, en te disant « Hey, tu sais qu'il y a un raccourci, qu'au lieu de 20 minutes, tu pourrais t'y rendre en 10, 12 minutes ?» Je pense pas qu'il faudra que tu crées des routines de visualisation, des systèmes pour ancrer ta nouvelle habitude. Non, tu te mettras automatiquement, une fois que tu auras testé ce raccourci, à le prendre. Simplement parce que c'est une meilleure idée. Simplement parce que tu fais la même chose en moins de temps. Et que tu vois pas l'intérêt de continuer à passer du temps, 20 minutes à aller au travail, alors que tu pourrais le faire en 10-12 minutes. Ça fait sens ce que je te dis ? Parce que souvent c'est ça. Souvent le changement, il peut être bien plus rapide que ce qu'on pense. Mais le problème, c'est qu'on pense. Alors quand on pense que le changement va être difficile, effectivement, on s'attend à ce que ce soit difficile. Et on a tendance à se mettre des bâtons dans les roues tout seul. Après, effectivement, la prise de conscience, elle peut être, mais pas elle est radicale. Quand on voit les choses d'une manière plus profonde, le changement s'opère de manière plus profonde, donc on aurait tendance à penser que tout va bien dans le meilleur des mondes. Pour beaucoup de personnes, c'est pas rassurant. Et ils préfèrent une autre méthode, ou en tout cas adossée à ces prises de conscience, c'est ce qu'on va faire en coaching, avoir des prises de conscience fortes, des changements de paradigme, qu'on va adosser à un changement incrémental. Et le changement incrémental, une nouvelle fois, c'est faire un tout petit peu quelque chose chaque jour, pas quelque chose d'énorme. Parce qu'effectivement, quand je vais travailler avec un client sur son grand rêve, sa grande envie, comment est-ce qu'il voit sa vie, comment est-ce qu'il voit son business, l'entreprise qu'il est en train de créer, et que je le fais rêver encore plus loin, encore plus gros,
Pas en mode américaine, toujours rêver plus loin, machin, mais vraiment découvrir le rêve derrière le rêve, l'envie derrière l'envie, le désir derrière le désir. Souvent, ça fait peur, parce qu'on a l'impression qu'il y a une montagne, et on se dit « Ah, par quoi est-ce que je commence ?» Et c'est là où se cache toute la puissance, justement, du changement incrémental. Et cette semaine, ça me l'a encore rappelé, en échangeant avec une cliente qui a explosé les derniers mois. Ou seulement en travaillant sur des petites choses, des petits déblocages, en mettant en place des petites actions, sa vie perso, l'expérience qu'elle a de sa vie perso et le développement de son business ont été exponentiels en seulement 3 mois. Le changement incrémental, c'est se dire qu'est-ce que je peux faire, quelle est l'action la plus petite, qui va me demander le moins d'efforts, qui va générer le moins de résistance, que je puisse prendre maintenant. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et souvent, c'est un tout petit truc. Et c'est ce que j'appelle mettre le doigt dans l'engrenage. Mettre le doigt dans l'engrenage, c'est pas un gros effort, mais une fois que tu es pris dans le mouvement, tu avances. Ça, c'est le changement instantané versus le changement incrémental. Et justement, on a tendance à les voir en versus alors qu'on peut les mettre en parallèle. Moi, c'est la manière dont je vois le coaching. C'est la manière dont, moi aussi, et je vais t'en parler dans quelques secondes, je vois mon propre coaching. C'est parfois faire des changements de trajectoire qui vont te faire voir les choses radicalement différemment. Et ça ne t'empêche pas de créer des systèmes à côté, donc de mettre en place une stratégie de changement incrémental, avec chaque jour, tu t'améliores de 2% sur un point, 4-5%. Pas des trucs énormes, mais qui font qu'au jour le jour, tu vas renforcer tes chances d'ancrer le comportement que tu veux, d'ancrer l'habitude que tu veux. Ça, on peut le travailler sur un changement identitaire, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, c'est pas le sujet aujourd'hui, parce que là, vraiment, j'ai envie de te parler des consciences et des reprises de conscience que j'ai eues cette semaine, de ce que j'ai appris. Une nouvelle chose aussi, que j'ai réappris, mais qui s'est, je pense, ancré à un niveau un peu plus profond, c'est que tout ce qu'on fait, et c'est un lien avec les habitudes et les comportements, on le fait toujours pour des raisons positives. Souvent, quand on parle de thérapie, quand on parle de santé mentale, on pense de maladie mentale. On pense que quelqu'un qui a des TOC a des troubles mentaux. On pense que c'est une maladie mentale. Alors que si on le regarde sous le spectre de la santé mentale, et quand on le regarde donc sous le spectre des 3 principes de la pensée, de l'esprit et de la conscience, donc de la psychologie de l'esprit, on part du principe qu'en fait, il n'y a pas de maladie mentale. On a tous une santé mentale qui est là, qui est présente, qui est disponible, qui est à portée de main. Et que parfois, nos pensées nous éloignent de cette santé. Quelqu'un qui porte je vais prendre un exemple vraiment radical, mais quelqu'un qui porte un chapeau en aluminium sur la tête parce qu'il a simplement peur que les aliens viennent lui piquer son savoir, ses pensées, lire dans ses pensées, on pourrait le prendre pour un fou. Mais la manière dont je le vois aujourd'hui, c'est qu'au contraire, si on est persuadé qu'on donne beaucoup de poids en fait à la pensée qu'il y a des aliens autour de nous et qu'ils essaient de nous voler nos pensées, eh ben, ce serait complètement malsain d'effectivement ne pas mettre un chapeau en aluminium sur la tête. Si c'est apparemment une méthode efficace pour bloquer les aliens dans leur conquête de notre cerveau et de notre esprit. Le problème, c'est pas le comportement, c'est pas le chapeau en aluminium. Le problème se situe au niveau de la pensée, de ce que la personne croit. Et là, je prends un exemple extrême, mais c'est relatif à tout ce qui se passe dans notre vie. Nos comportements sont l'expression de quelque chose qu'on essaye de régler, et on n'a pas trouvé de comportement. D'autres comportements, j'allais dire de comportements adéquats, mais c'est même pas ça. On n'a pas trouvé de comportement plus efficace en fait pour répondre aux problèmes auxquels on essaye de pallier. Le problème qu'on essaye de résoudre. Il y a toujours une bonne raison. Et quand je dis une bonne raison, c'est une raison positive à nos comportements. Quand quelqu'un hurle au lieu de parler normalement, c'est qu'il n'a pas trouvé de stratégie plus efficace pour potentiellement exprimer une émotion, se faire entendre ou résoudre un problème inconscient. Quand on mange sucré et qu'on se gave, c'est qu'on n'a pas trouvé de stratégie plus efficace pour pallier à une émotion. Quand quelqu'un boit à outrance,
Je dirais pas que c'est négatif. Je parle pas ici des conséquences médicales à long terme de boire de l'alcool quotidiennement, de manière avec des quantités énormes. Je parle de la personne qui n'a pas trouvé d'autre stratégie que de boire de l'alcool régulièrement pour calmer le mental, calmer le brouhaha qu'il y a dans sa tête, se sentir plus connecté, plus cool, plus relax. La personne a une vraie bonne volonté, une vraie bonne raison de le faire. C'est elle veut calmer son esprit. Elle veut être peut-être plus sociable, s'épanouir plus facilement avec les autres dans des relations. Parce que sans ça, elle a la sensation qu'elle n'y arrive pas. La raison est toujours valable, il y a toujours une bonne raison positive derrière. Et quand on voit ça, chez nous et chez les autres, ça nous permet d'être plus relax en fait. De se dire, j'ai plus besoin de me taper sur les doigts ou de me flageller parce que j'ai un mauvais comportement, parce que j'ai une mauvaise habitude, parce que j'ai machin. C'est pas mauvais. L'habitude, elle est positive. C'est juste que on l'a fait pour des bonnes raisons. Charge à nous de trouver de meilleurs arguments pour répondre à nos problèmes. Charge à nous de voir les choses différemment. Et c'est pareil dans nos relations avec les autres. Quand on voit au-delà des comportements et des habitudes des personnes, et qu'on se demande vraiment... Enfin, il n'y a même pas besoin de se demander ou de chercher la raison de pourquoi ou comment la personne fait les choses, mais juste de se dire si elle fait ça, c'est qu'elle a une bonne raison. On stoppe cette envie de juger la personne comme étant barrée, folle, hors de contrôle, stupide. Tous les qualificatifs négatifs qu'on pourrait employer pour juger une personne. Quand on voit vraiment cette vérité, que si la personne fait ça, c'est qu'elle a une bonne raison de le faire, moi, la manière dont je l'interprète, c'est qu'on peut voir les choses de manière curieuse, de manière attentionnée. On peut faire preuve d'empathie. On peut se dire, ok, la personne fait ça parce qu'elle a de bonnes raisons, comme moi j'ai de bonnes raisons de faire les comportements qui me tirent vers le bas ou qui ne me sont pas vraiment positifs. Parce qu'on en a tous, à un moment, il faut être honnête. Il n'y a pas de saint. On n'est pas parfait. Personne n'est parfait. C'est le principe de l'être humain, l'imperfection. Et je trouve ça beau. Cette imperfection, je la trouve magnifique, parce que si on était parfait, putain, qu'est-ce qu'on se ferait chier. On n'aurait rien à améliorer. On n'aurait pas de faiblesse. On n'aurait pas de faille. Ce serait nul. L'expérience humaine n'aurait aucun intérêt. Pour moi, c'est le but de l'expérience humaine, c'est la chance qu'on a, c'est de pouvoir s'améliorer. D'avoir cette chance. Et cette chance, on l'a quand on en prend conscience. Ça, c'est une des autres prises de conscience que j'ai eues cette semaine. Et tu vois, dans cette continuité, j'écoutais une conférence du docteur Deacon Bettinger, qui est une des têtes de proue voilà, du mouvement de la psychologie de l'esprit, des 3 principes. Et sincèrement, la conférence durait 1h20. J'ai tout stoppé au bout de 7 minutes, je crois, parce qu'il a dit un truc qui m'a frappé. Et en fait, ça renforce une position que j'ai, mais de manière inconsciente, depuis très longtemps. C'est que le meilleur moyen d'avoir des relations, j'allais dire efficaces, mais c'est vraiment pas un super mot, des relations pérennes et équilibrées avec les personnes, c'est de les voir en tant que personnes. Je pense qu'on peut lire tous les meilleurs livres du monde sur comment mieux communiquer, comment créer des relations plus efficaces, comment ci, comment ça. Mais c'est pas le comment, en fait, qui est important. On sait tous se connecter intuitivement aux personnes. On sait tous communiquer efficacement. Parce qu'on l'a tous fait. Quand on est dans les bonnes conditions émotionnelles, dans les bonnes conditions mentales, et surtout quand on se coupe de l'interprétation et du jugement. Deacon Bettinger, les mots qu'il a utilisés, c'est la meilleure manière dont on puisse avoir de l'impact sur les gens, en général, c'est de les considérer comme des gens. La manière dont il en parle, c'est... Il dit, et j'utilise vraiment ces mots-là, je ne travaille pas avec des clients, je travaille avec des personnes. Quand je parle à mon petit-fils, je ne parle pas à mon petit-fils, je parle à une personne. Quand je parle à mon épouse, je ne parle pas à mon épouse, je parle à une personne. Quand je parle avec toi, alors c'était une conférence avec Ankush Jain,
Il dit, je parle à toi, à Ankush, pas au coach, pas à celui qui m'a invité pour l'interview. Et il y a une vérité, alors extrêmement simple, mais tu commences à le comprendre dans cette série de podcasts, c'est ça que j'adore dans les 3 principes, c'est la simplicité qu'il y a. Et je suis persuadé que notre sagesse, elle est simple. Que la réponse à nos problèmes, elle est toujours simple. Nos problèmes, c'est qu'on crée de la complexité. Et quand on va au-delà de cette complexité, on y voit énormément de simplicité. Cette simplicité, elle est là. Elle est innée, elle est en nous. Il y a un dicton business, tu vois, qui dit, tu as déjà dû en entendre parler, mais qu'on peut juger, alors, je reviendrai là-dessus, mais qu'on peut juger la qualité d'une personne à sa manière dont elle interagit avec les personnes qui ne lui sont d'aucune utilité. Souvent, il y a cette rumeur, tu vois, qui dit que les CEO, les directeurs généraux, ils vont aller voir après un entretien ou après une rencontre avec un commercial, avec un potentiel partenaire, leur assistante ou la personne à l'accueil, savoir comment elle les a accueillis, quelles ont été les interactions. Et il y a une vérité là-dedans, de se dire que comment est-ce que tu interagis avec les personnes au quotidien? Est-ce que tu as un niveau d'interaction différent avec les personnes qui vont être utiles et avec les personnes qui vont être inutiles, façon de parler? Inutiles, IE, des personnes dont tu ne vas rien retirer à l'instant T, tu n'attends rien d'elles. La vérité, elle est là. Quand on note les étiquettes, quand on note les jugements, quand on décide de s'adresser à un être humain, quand on décide de communiquer de cœur à cœur, de sentiment à sentiment, de cœur qui bat à cœur qui bat, plutôt que d'intellect à intellect, donc d'ego à ego, qu'on n'attend rien de la personne, qu'on est juste là pour être avec elle, la communication, elle se fait naturellement. L'écoute se fait naturellement. Parce qu'on n'est plus en train d'avoir des attentes vis-à-vis de la personne. On est juste en train de parler avec une autre personne. On est connecté à cette autre personne. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est simple et c'est beau. C'est super simple et c'est super beau. Moi, j'adore ça. Je trouve ça fascinant. À quel point on peut rendre les choses simples quand on décide de les voir simples. Nos pensées, c'est vraiment la racine de notre expérience. Vraiment la racine de notre expérience. Et je vais te donner un exemple simple, c'est une des prises de conscience aussi que j'ai eues cette semaine, je vais être totalement transparent. Les derniers mois ont été très très compliqués. Dans le sens où, avec ma femme, on a décidé de mettre notre appartement en vente. Suite à la naissance de notre fils, on a loué une maison plus grande, dans laquelle on a mis pas mal d'énergie. Parce qu'elle était très bien sur le papier, mais elle n'était pas super propre. Donc en fait, on a décidé de la louer. Avant de s'y installer, on a tout repeint, on a tout nettoyé, on a tout fait nickel. Pour au final décider de ne pas s'y installer. C'est très bizarre, hein. Je sais. Je suis le premier justement à me poser cette question, de me dire pourquoi est-ce qu'on a fait ça. Mais j'essaie de me la poser de moins en moins parce que ça n'a aucun intérêt. Et en fait, on s'est retrouvé avec 2 enfants en bas âge, à payer une maison dans laquelle on ne voulait pas vivre, à payer l'emprunt de notre appartement, dans lequel on ne vivait plus. Et ça a été le début de... Alors, beaucoup de fatigue du fait des enfants en bas âge, mais aussi le business à faire tourner à côté. Ça a été une vraie galère. Une vraie galère. Et ce qui est assez intéressant, c'est que on a fait l'état des lieux de sortie de la maison hier, et on était bien. On était libéré d'un poids. Pourquoi? Parce qu'on n'avait plus à penser à cette maison. Mais fondamentalement, il n'y a rien qu'à changer. On n'y vivait déjà plus dans cette maison. Elle était déjà vide depuis longtemps. On aurait pu éviter d'y penser bien avant. On aurait pu ressentir cette expérience de légèreté, de joie, de libération bien avant. C'est juste qu'en fait, à un moment, on a des attentes sur « je me permettrai d'être heureux quand l'échéance sera passée ». Pourquoi attendre? Pourquoi attendre? On a tous eu, je pense, des moments où même quand c'était la merde dans notre vie, par exemple, je sais pas, on a des problèmes financiers, on a des problèmes de couple, on a des problèmes de tension avec un collègue, avec un associé,
où on se sent vraiment dedans, où on ressent de la colère, de la frustration, tout ça, mais qu'il y a des moments où on se sent extrêmement bien aussi. Des moments où on se sent très bien alors que tout devrait foirer. Tout autour de nous, a priori, nous pousse à nous sentir mal. Mais on a quand même ces moments où on se sent bien. Ça veut dire que c'est toujours là. Et c'est ce que je te dis quand je te dis qu'on a toujours à portée de main cette santé mentale, ce bien-être qui est là, en fait. C'est le cœur. Il est à disposition. Quand on est au-delà de nos pensées, pas qu'on arrête de penser, c'est impossible, mais que les pensées ont moins d'emprise sur nous, on se sent super bien. C'est là, c'est une constante. C'est un truc qui est toujours à portée de main. Et ça, tu vois, cette expérience hier, lors de l'état des lieux de sortie de cette maison, ça me l'a rappelé de me dire, mais à quel point on peut être pris par ce semblant de réalité qui n'est absolument pas. Parce que malgré tout le tourment, la fatigue, la trimardise, comme j'aime bien dire des fois à des clients, dans laquelle on se sent happé, on peut quand même se sentir extrêmement bien. Mais ça demande de prendre du recul, effectivement. Et ça me fait penser justement à... Il y a quelques mois, j'échangeais avec le Chief Product Officer d'une startup, là, où on parlait de performance. Il me donnait sa vision de la performance, je lui donnais de la mienne. Et comme quelqu'un de super ambitieux, on en avait parlé. Et je vais partager en fait la vision de la performance que j'ai et que je retire de Timothy Galloway, qui est la performance, c'est égal à nos capacités moins les interférences. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on voit plus la performance comme nos capacités plus notre niveau de connaissance, et c'est pour ça qu'on se gave de connaissances, c'est pour ça qu'on n'arrête pas de lire, d'apprendre, de se former en espérant en fait que un jour on en saura assez pour résoudre nos problèmes. Mais qu'en fait nos problèmes, ce sont simplement nos problèmes. Et d'ailleurs, dans nos problèmes, ces problèmes, je suis persuadé qu'ils résident juste dans le no. Les interférences, ça peut être plein de choses, mais là, cette semaine, j'ai pris conscience encore un peu plus de ça. C'est que dans cette formule, performance égale capacité moins interférence, la plus grosse des interférences, c'est nous-mêmes. C'est notre autocentrisme. Je discutais avec un ancien collègue de promo qui me parlait de cette espèce de sentiment bizarre qu'il pouvait avoir autour de la prise de parole, où en fait, quand il sait qu'il va prendre la parole, même devant 3-4 personnes, ça l'angoisse. Et que quand on lui demande de prendre la parole au pied levé, il le fait naturellement. Et il n'arrive pas à savoir pourquoi. Ça me parle énormément parce que je me suis posé cette question pendant très longtemps. Et c'est un truc qui est revenu sur plein de coachings que j'ai pu faire. La seule différence, c'est l'autocentrisme. Quand on nous demande de prendre la parole de manière spontanée, on n'a pas le temps de penser à soi. On n'a pas le temps parce qu'on n'a rien prévu. On va parler spontanément. Alors que quand on nous dit 3 jours à l'avance qu'il va falloir qu'on parle sur tel sujet, on commence à avoir le temps de gamberger. Et on n'est plus en connexion avec le monde, on est uniquement recentré sur nous-mêmes, sur ce qui se passe dans nos têtes. Et c'est ça pour moi le principal frein à la performance. Et tu vois, je te le dis, c'est entre toi et moi, mais performance psychologique, performance sportive, performance sexuelle, performance relationnelle, quel que soit le type de performance. Du moment où on est dans notre tête, on est coupé de la réalité, on est coupé du monde. Et c'est ça la plus grosse des interférences. Enfin, j'ai envie de te partager une dernière prise de conscience que j'ai eue, qui est très personnelle. C'est que, comment le dire, ça fait plusieurs mois que ma fille ne m'écoute pas. J'ai beau lui dire plein de choses, lui demander plein de choses, elle me regarde et c'est comme si elle n'avait pas capté ce que je lui disais. Et ça a le don de me rendre complètement fou. Et hier, j'ai dit un truc à ma femme, et ce qui est marrant, c'est que j'ai pas pris conscience du truc tout de suite. J'ai pris conscience le soir, avant de m'endormir.
de ce que ça voulait vraiment dire. Je disais, mais tu sais, Apolline, c'est comme si Emilia, je lui parlais. Elle me regarde. Elle m'entend. Mais ça percute pas. Et elle en fait qu'à sa tête. Et en fait, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Si on en revient à ce que je te disais un tout petit peu plus avant, que en fait, quand on se met à communiquer à des personnes et plus à des étiquettes, il y a plein de choses qui s'effondrent. Ma fille, c'est pas ma fille. Ma fille, c'est un petit être humain, à part entière, qui a ses propres émotions, ses propres pensées, son propre champ d'action, sa propre volonté, ses propres désirs, ses propres ambitions. Et c'est pas parce que moi, le papa, qui, pour toutes les bonnes raisons positives que j'évoquais juste avant, quand je lui dis quelque chose et que je veux qu'elle le fasse de cette manière, c'est parce que j'ai des raisons positives de le faire. Mais en fait, elle s'en fout. Elle a son propre libre arbitre, son propre champ d'action. Et en fait, c'est pas qu'elle m'écoute pas. Elle m'écoute. Elle m'entend. Elle entend tout ce que je lui dis. Et c'est pas pour autant qu'elle est obligée de faire ce que je lui dis. Elle a le droit de se dire « Ouais, ok, je t'écoute, j'entends, et j'en ai rien à foutre. » Clairement. Parce que moi, je le fais. Parce que toi, tu le fais. Parce que on a nos convictions. Et c'est important de se forger nos propres opinions, d'avoir un esprit critique. Et des fois de se dire, ok, je comprends l'intérêt de ce que tu me dis, je comprends la vérité de ce que tu me dis, je vais quand même faire la connerie, je vais quand même me planter, parce que c'est une manière extrêmement ludique et humaine d'apprendre. Et ça m'a renvoyé à un niveau de profondeur supplémentaire. C'est qu'en fait, ma fille ne m'écoute pas. C'est un truc plus profond chez moi. C'est que personne ne m'écoute. Parce que souvent, quand je dis quelque chose, on va me couper la parole. Et ça me renvoie à un truc plus profond, où c'est quand j'étais chez moi. Du côté de mon père, que ce soit mon père, mes oncles, mes tantes, les adultes coupent la parole aux enfants tant qu'ils n'ont pas fini de dire ce qu'ils ont à dire. C'est systématique. Et mon père me coupe toujours la parole. Ma tante, mon oncle, tout le monde me coupe la parole. Et c'est pas que moi. C'est à mon frère, c'est à toutes les personnes moins âgées qu'elle. C'est sûrement un schéma qui a été répété dans la famille depuis je sais pas combien de générations. Et ce qui est fou, c'est que j'ai tendance à le reproduire avec ma fille. Où en fait, tant que j'ai pas fini de parler, je vais lui couper la parole pour lui dire non, tu m'écoutes, je suis le père. Mais putain, à quel moment ma parole elle est plus importante que celle de ma fille? Et mon métier, c'est l'écoute. Et d'ailleurs, tout le monde me dit que j'ai une excellente écoute dans le cadre professionnel. Pourquoi est-ce que parfois, on n'arrive pas à retranscrire personnellement quelque chose qu'on fait très bien professionnellement? Simplement parce que quand on le fait de manière professionnelle, on ne le fait pas émotionnellement. On est ouvert, on est moins auto-centré. On est moins pris dans nos pensées. Parce qu'on sait que ce qu'on doit faire, c'est bénéfique pour la relation, pour ce qu'on s'apprête à faire. Alors que quand on est dans la sphère personnelle, souvent, on est empiété par un type de pensée, par des automatismes, qui vont loin, tu vois, comme je te le dis, souvent générationnellement. On répète des schémas sans en avoir conscience, parce que c'est ce que nos ancêtres ont fait avant nous. Et c'est ce qu'on répète. C'est la dernière prise de conscience, elle est très personnelle. Pour moi, elle change beaucoup de choses. Parce que depuis ce matin, j'essaye de faire bien plus attention à la manière dont j'interagis avec ma fille. Et d'arrêter justement d'interagir dans ce rapport père-fille. Elle ne m'appartient pas. Mon fils ne m'appartient pas non plus. Ma femme ne m'appartient pas. Personne ne m'appartient. Je suis juste un putain d'être humain qui interagit avec d'autres putains d'êtres humains. C'est aussi simple que ça. Quand on en revient aux bases, c'est tout très simple. Et c'est tout très beau. Voilà, l'épisode, je pense que c'est le plus long que j'ai sorti sur Paradigme. J'avais pas mal de trucs à te partager. Pour moi, c'est un épisode riche. C'est important que je t'en parle. J'espère que ça t'aura été utile. Et voilà, si jamais tu m'as écouté jusque-là, je te remercie. Si tu veux
aller plus loin sur ces sujets, s'il y a un truc qui résonne chez toi, un sujet en particulier que tu veux en parler, n'hésite pas à prendre contact. Sur mon adresse mail qv@quentinvillard.com ou tu peux m'écrire directement sur Instagram, sur LinkedIn, sur mon site. Mais n'hésite pas à prendre contact. J'adore discuter avec des personnes. C'est pour ça que je fais ce métier. C'est pour ça que je travaille avec mes personnes. C'est parce que ça passe par l'oral. Ça passe par des prises de conscience. Ça passe par des échanges humains. Donc n'hésite pas à me contacter. N'hésite pas à faire ce que tu veux de ce podcast. Si tu trouves qu'il y a des leçons utiles, partage-les. Je te remercie de m'avoir suivi jusque-là. Je te souhaite une très belle semaine parce que tu l'écouteras lundi. Et en attendant, je te dis à très vite. Ciao!